Captain Max, lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre! Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut, c'est Max. Aujourd'hui, pas de gros dossier sur un comics en particulier, mais un beau programme avec ni plus ni moins que 7 retours de lecture très variés. On va commencer avec de la BD parodique, centrée sur les univers de Batman et de Stranger Things, puis grand écart avec les monstres de la Warner, en commençant par la créature du lac noir, pour ensuite découvrir le Frankenstein à la sauce DC Comics. On continuera toujours avec de l'horreur, mais un peu plus psychologique cette fois-ci, avec Les Résidents de Jeff Lemire. Puis vous pourrez souffler un peu par la suite avec un sujet bien plus léger, qui est le reboot de la série de comics Rick and Morty. Et pour terminer l'émission, encore un peu de soupe de tortue que j'aime tant, en s'intéressant cette fois-ci à la première série TMNT de 1984. Ok! Si vous souhaitez me soutenir financièrement pour mon travail de vidéo ou de podcast, il existe 2 moyens à votre disposition. Le premier, c'est de me rejoindre sur Tipeee, où vous recevrez des marque-pages Captain Max en contrepartie de vos dons. Et le second, c'est en vous procurant vos comics via mon lien d'affiliation avec la librairie indépendante Comics Zone. N'hésitez donc pas à passer via mon lien disponible en description, mais aussi à ajouter le code MAX, MAKS, afin de recevoir un marque-page personnalisé Captain Max, ainsi qu'un print Spawn signé par Paul Renaud. Mais maintenant que la quête a été faite, je vous laisse entrer dans ce lieu saint consacré à l'univers des comics. Je ne sais pas si vous connaissez l'éditeur de BD du nom de Jungle. J'en avais rapidement parlé dans ma vidéo sur les secrets de Bob l'éponge, puisque ce sont eux qui ont publié la première série Bob l'éponge en français en 2004. C'était d'ailleurs l'une de leurs premières publications, puisqu'elles existent depuis 20 ans. Chez Jungle, ils sont spécialisés dans la BD jeunesse, adolescent et dans l'humour, en essayant de faire émerger de nouveaux talents. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas trouvé grand chose à dire sur les 2 auteurs qui nous intéressent aujourd'hui, car je vais vous parler de la BD Batmad Crotham Knight, une petite BD humoristique en format souple de 128 pages. À l'intérieur, on y retrouve une multitude de petits sketchs d'une seule page qui parodient l'univers du Chevalier Noir. Mais avec plus d'une centaine de blagues, vous imaginez bien qu'il y a des hauts et des bas, mais globalement, ça reste toujours plaisant à lire. La plupart du temps, les mini-aventures de ce Batman cartoonesque vous feront sourire, et quand ce ne sera pas le cas, le non-rire ne durera que quelques secondes, puisqu'il n'en faut pas plus pour lire les 2 à 4 cases qui composent un sketch. Mais rien que pour l'introduction de 5 pages qui reprend le générique de Batman la série animée, ça en vaut le détour. Ça ressemble beaucoup à une autre BD que j'avais lue chez Jungle toujours, il y a quelques années, du nom de La guerre du retour contre-attaque, que j'avais beaucoup apprécié et qui, je trouve, font partie des petites BD parfaites à offrir et à lire pour se détendre. Vous n'allez pas vous tordre de rire, et les gags ne vont pas forcément vous marquer, mais on passe toujours un bon moment lors de la lecture. Et les fans des univers parodiés seront toujours contents de trouver quelques blagues que parfois, seuls eux pourront comprendre. Du côté du dessin, c'est l'artiste du nom de Rémi Leroy, alias Leroy, qui s'en charge. Et il fait un travail batastique, en s'inspirant de Batman la série animée de 92, sûrement une demande des auteurs Sign et Lapsus. Vous connaissez d'ailleurs peut-être ce dernier, puisqu'il a écrit et dessiné Putain de chat et Bon chien, que j'ai personnellement souvent croisé à la librairie, mais jamais lu. Bref, une petite BD sympathique à lire ou à offrir aux fans de Batman. Par contre, attention, ce n'est pas forcément adapté pour les enfants, car il y a quelques blagues un peu gore ou tendancieuses, pas adaptées à un très jeune public. Visé plutôt adolescent ou adulte quoi. Et si vous souhaitez lire une petite BD parodiant un autre univers, vous avez le choix, car chez Jungle, il y en a tout un tas avec du Dragon Ball, du Starnaz, Spider-Lose, Super Nintendo Bros, Bloody Harry, Fracky Mouse et même Stranger Truc. BD dont je vais vous parler dans un instant, juste après ce jingle. J'aime bien la série Stranger Things, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Du coup, je pensais vraiment prendre autant de plaisir à lire Stranger Trucs qu'avec Batmad. Cependant, c'était une autre équipe créative, et je ne suis finalement pas aussi calé que je le pensais concernant l'univers parodié dans ce bouquin. Soit j'ai oublié beaucoup de détails de la série Horror Fantasy années 80 fantasmée de Netflix, soit j'étais très fatigué pendant ma lecture, car je suis passé totalement à côté de très nombreuses blagues. Ou alors, j'accroche simplement moins à l'humour d'Antoine Pierce. Certains sketchs fonctionnent tout de même bien, mais j'ai l'impression que nombre d'entre eux ont été un peu forcés. Devoir créer un grand nombre de blagues sur un univers encore assez jeune est forcément un travail compliqué. Ça doit être plus facile de parodier un personnage comme Batman qui a bientôt 100 ans d'existence, avec des milliers de comics, des centaines de jeux vidéo, de jouets et des dizaines de films à son effigie, qui servent bien évidemment grandement à inspirer les auteurs d'humour. Cependant, côté illustration, le dessinateur Anthony Mondoloni et le coloriste Novi ont fait un très bon travail avec un style très cartoon, mais qui nous permet tout de même de bien reconnaître les personnages.
Du coup, j'imagine que c'est un peu moins grand public que Batman et plus réservé aux vrais fans de la série Stranger Things. Mais continuons de parler de choses strange avec l'étrange créature du lac noir de chez Urban Comics. Lors du Podmax épisode 6, je vous ai dit que je regardais occasionnellement la série La 4ème Dimension. Depuis tout petit déjà, j'ai toujours aimé regarder des vieux films de science-fiction, qu'ils soient en noir et blanc ou non. C'est vrai, je n'ai vu que des grands titres du cinéma, comme King Kong, L'invasion des profanateurs de sépulture, Le Main Visible, La planète des singes, etc. Mais c'est pour ça quand même que j'ai tout de suite sauté sur le comics L'étrange créature du lac noir vit toujours quand il fut publié en français chez Urban Comics. J'adore ce film, que ce soit pour son monstre aquatique inoubliable, ses plans mythiques comme la nage synchronisée inversée, mais aussi pour ses décors magnifiques qui nous font voyager dans l'Amazonie. Même si vous êtes un peu réfractaire aux vieux films en noir et blanc, je vous invite à essayer de le regarder si vous en avez l'occasion. Déjà parce que c'est un très bon film, mais aussi car c'est l'un des premiers films en 3D et qu'il fait partie des Universal Monsters, comme Dracula, Frankenstein, L'Homme Invisible, Loup-Garou, etc. Le comics ne fait pas directement suite au premier film de 1954, bien qu'il puisse se trouver dans la même continuité que ce dernier. Vous pouvez donc le lire sans rien connaître à l'histoire ou à l'univers de The Creature from the Black Lagoon. Kate est une journaliste d'investigation tourmentée par son passé. Un tueur en série s'en était pris à elle, et il a bien failli réussir à l'ajouter à sa liste des femmes qu'il a noyées. Cependant, alors qu'elle a réussi à s'en sortir, elle est maintenant obsédée par son bourreau, et tente par tous les moyens de le retrouver et de se venger. Cependant, alors qu'elle finit par suivre ses traces en plein cœur de la forêt amazonienne, elle va croiser une autre menace en présence de la créature mythique du lac noir. J'ai adoré cette lecture. Aussi bien du côté du scénario, car ça se lit tout seul et on est très vite embarqué dans l'aventure, mais aussi grâce à ses dessins. C'est magnifiquement illustré par les frères Matthew et Adam Roberts. Et c'est une véritable surprise, car j'avais beaucoup d'attentes pour ce comics, mais j'avais très peur de ce qu'allait nous proposer Ramvi. Car malgré un Swamp Thing pas trop mal réussi, je sais qu'il a un style assez particulier qui divise les lecteurs. Du coup, je ne peux que vous conseiller ce comics que j'ai grandement apprécié et il me tarde de découvrir les autres monstres d'Universal à la sauce Image Comics, tels que la momie ou bien encore le fameux monstre de Frankenstein. Et ça tombe bien puisque l'on va maintenant s'attaquer au Frankenstein de chez DC Comics. Ceux qui me suivent depuis quelques années sur YouTube savent que j'ai beaucoup de mal avec le scénariste Grant Morrison, et ceux qui écoutent mon podcast depuis quelques semaines connaissent mon attachement pour Jeff Lemire. Et c'est marrant, car dans le comics Creatures Commando présente Frankenstein tome 1, Urban Comics nous propose la mini-série en 4 de Grant Morrison, ainsi que la première partie de la série en 18 de Jeff Lemire, du monstre légendaire de Maréchal Alley version DC Comics. Et du coup, mon avis ne devrait pas vous surprendre, puisque je n'ai pas accroché du tout aux 4 premiers chapitres de Morrison, et j'ai trouvé le run de Jeff Lemire sympa sans plus, comme à chaque fois qu'il travaille avec des personnages qui ne lui appartiennent pas. Du côté de Grant, ces 4 issues de Seven Soldiers Frankenstein sont des épisodes indépendants, qui racontent à chaque fois une courte histoire, bien souvent vide d'intérêt, si ce n'est que de l'action pure et dure, avec un gros manque de profondeur pour les personnages. En gros, à chaque fois, il y a un problème de monstre quelque part, Frankie arrive, il fait la bagarre, et repart sur des plans badass de dos. Je ne sais pas si c'est directement lié avec la série Seven Soldiers, puisque je n'ai pas lu, même si j'imagine que oui, et c'est certainement plus intéressant pour ceux qui ont le contexte de publication, avec l'autre série en parallèle. Pour Jeff Lemire, on retrouve dans ce bouquin les 7 premiers numéros d'une série de 18. Et on est très clairement dans un récit à la croisée entre Suicide Squad et le BPRD d'Hellboy. Sauf que contrairement à ce que leur physique laisse paraître, aucun des personnages n'est vraiment charismatique ou attachant. Et je n'ai pas compris grand chose à cette histoire de monde miniature, d'infection et compagnie. C'est vraiment du récit classique de chez classique, et à l'image de ses antagonistes, un peu sans âme. Je suis forcément déçu car j'espérais un peu plus de profondeur de la part de cet auteur, surtout avec un personnage aussi émotif et torturé que le monstre de Frankenstein. Là, j'ai vraiment eu l'impression de relire son run sur la Justice League Dark. Mais justement, on va une nouvelle fois s'intéresser à Jeff Lemire avec un comics un peu plus indépendant, avec sa série du mythe de l'ossuaire. S'il y a bien une série qui m'a fait de l'œil en 2024, c'est bien celle du mythe de l'ossuaire, avec les 3 récits publiés chez Urban Comics. C'est un projet de récit d'anthologie dans le domaine de l'horreur et du mystérieux, créé par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, binôme que vous connaissez probablement pour leur travail sur Gideon Fall. Les 2 premières histoires du nom de Des milieux de plumes noires et Le Passage sont sortis en avril 2024, et si je ne les ai pas achetés à l'époque, c'est dû au fait que j'hésitais beaucoup entre ces 2 titres et Silver Queen de chez Guy Demonin, sorti à la même époque, et qui avait l'air d'être dans le même style de comics horrifiques. Du coup, trop d'hésitation tue l'hésitation,
et je n'ai pris aucun d'eux. C'est pourquoi je me suis rattrapé avec ce troisième comics du mythe de l'ossuaire, du nom de Les Résidents. À la mort d'un de leurs voisins, 10 habitants d'un HLM qui ne se connaissent que peu et que tout oppose devront coopérer alors que des phénomènes étranges surviennent autour d'eux. Invasion de mouches, baignoires remplies de sang, hallucinations glaçantes, le lugubre bâtiment cache une bien sombre histoire et un passage vers une dimension terrifiante dans les tréfonds de laquelle ces résidents devront s'aventurer pour espérer percer les mystères et rester en vie. Bon, je vais pas vous le cacher, je n'ai pas du tout accroché au récit. Premièrement, j'ai trouvé que les protagonistes manquaient beaucoup de points d'attache pour les lecteurs, et que leurs actions étaient bien trop souvent incohérentes. Ils sont tous des clichés ambulants, et c'est certainement une manière pour l'auteur de s'assurer d'avoir 10 personnalités bien différentes et habituelles pour le lecteur, afin d'éviter d'avoir trop à en dire sur chacun d'eux. Mais avec ce genre de récit, c'est justement ce qu'on demande. Dans un huis clos où l'écriture des protagonistes est cruciale, on veut du blabla, on veut que ça nous parle de ces personnages, afin d'avoir un peu d'accroche pour eux, sinon on n'a rien à faire de savoir s'ils vont survivre ou non. Bon, ça va que du côté des illustrations, Sorrentino est très bon pour illustrer l'horreur, avec d'incroyables compositions de pages originales et inhabituelles, qui nous plonge totalement dans l'horreur et la folie. Même si je suis pas non plus très fan de ces illustrations trop réalistes, entre guillemets. C'est d'ailleurs pour cette raison que cet artiste est souvent critiqué et parfois même qualifié de tricheur, car il est fort probable qu'il utilise des images de référence qu'il redessine ou calque numériquement en ajoutant des aplats de couleurs, de fortes zones d'ombre et du grain, pour avoir un aspect photoréaliste. En bref, je suis plutôt déçu de ma lecture, encore une fois, et je pense qu'il est vraiment plus adapté à un lectorat fan d'horreur psychologique et psychédélique. En gros, pas ce que j'aime moi. Moi je préfère du concret avec des gros monstres qui attaquent des gens. Mais passons maintenant à un titre beaucoup plus léger. Rick and Morty est une série qui a connu un succès monstrueux, et qui dit série animée à succès, dit adaptation en comics. Et après une première série de bande dessinée datant de 2015 sur 60 issues, l'univers déjanté de Rick and Morty a connu de très nombreuses mini-séries et TPB. Ce tome 1, Maudit Milkshake en VF chez iComics, en est le relaunch de 2023, qui a pour rôle de relancer la série après que nos deux stars aient réduit leur réalité tout entière à zéro. Du coup, si vous avez loupé la série de 2015, qui est d'ailleurs publiée chez nous en 12 tomes, et qui est actuellement republiée en version intégrale, vous pouvez tout à fait vous lancer dans l'aventure sans avoir peur d'avoir loupé un morceau de l'histoire. Enfin, si vous avez, au préalable, déjà vu la série TV. Sans ça, j'imagine très mal comment on peut lire ce comics sans être totalement perdu face à cet univers assez vaste, mais surtout complètement barré. Mais j'imagine que si vous êtes tenté d'acheter ce livre, c'est que forcément vous avez vu la série animée, et que vous êtes en manque de votre dose d'aventure rocambolesque et complètement absurde. Alors si c'est le cas, n'attendez plus, car c'est exactement ce que propose ce tome 1 de Maudit Milkshake. Imaginez un monde où Rick Sanchez n'est pas la personne la plus intelligente de l'univers, mais qu'il s'agit de Goldenfold, le prof de maths moustachu, mentalement instable de Morty. Ce dernier décide alors de voyager à travers le temps et l'univers pour tenter de dominer toutes les réalités. Découvrez alors les incroyables péripéties de nos deux héros, avec d'un côté le plus grand duel d'ego de l'univers avec Rick, et de l'autre une histoire d'amour impossible à la Roméo et Juliette pour Morty. Perso, j'ai eu un peu de mal avec la première partie de ce comics, mais j'ai adoré la seconde avec l'histoire de l'infini chien. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux dans l'univers de Rick and Morty, et je ne trouve pas du tout que ce soit une bonne porte d'entrée, bien au contraire, mais si vous avez déjà un pied dans l'univers déjanté, alors vous devriez trouver votre compte. Mais avant de conclure ce podcast, on va s'intéresser à un dernier titre, avec encore une fois de plus du Tortue Ninja, avec cette fois-ci l'origine de tout, avec la première série de 1984. Pour un fan comme moi des Tortues Ninja, il m'était impossible de ne pas sauter sur la série classique, publiée par iComics depuis 2019. Je me procure alors le tome annuel chaque année, même si pour l'instant je n'avais lu que le premier tome. C'est pourquoi, avec la sortie du volume 6, j'ai voulu rattraper mon retard, mais vu que j'ai une mémoire de singe, j'ai dû relire le premier tome afin de bien repartir dans la série sans être perdu. Mais pour parler de ce tome, je me dois de vous retracer un peu l'histoire des tortues et de certains personnages secondaires. Avant le Reptile Ninja, Kevin Eastman et Peter Laird étaient totalement méconnus du grand public. C'est pourquoi la première publication des Tortues devait aussi être la dernière. C'est pour cette raison que le récit fait 2 fois la taille d'un comics traditionnel de l'époque, et qu'il contient une introduction avec une origin story, ainsi qu'une sorte de conclusion avec la mort de l'antagoniste Shredder dans les dernières pages. C'était avant tout une blague, une sorte de parodie de comics de super-héros, et les deux artistes ne pensaient vraiment pas qu'ils allaient les vendre par palette. C'est ainsi que nos deux artistes et leur petite maison d'édition du nom de Mirage passaient de petits indépendants à de véritables stars du monde des comics, et même de la pop culture quelques années après, avec l'arrivée de la série animée, des films et de tout le merchandising Tortue Ninja.
La série tiendra jusqu'en 1993 pour un total de 62 numéros, avant que nos deux artistes décident de passer à autre chose et de laisser leur tortue aux mains d'autres maisons d'édition, telles que Archie Comics ou Image Comics, avant de revenir au scénario pour Eastman lors du rachat de la licence par IDW en 2011. Mais les Tortues Ninja, sortis en 1984, ne sont cependant pas les premières créations sorties tout droit de l'imaginaire de Peter Laird et de Kevin Eastman. En effet, ils avaient déjà créé les Tricératons, qui deviendront des antagonistes aux tortues, mais ils avaient aussi et surtout écrit et illustré 2 numéros du Figitoid, un robot qui rejoindra à son tour le casting des TMNT, puisqu'il ne put être publié avant la création des Tortues Ninja et de leur maison d'édition Mirage Studios. Et dès le premier épisode, Eastman et Laird vont créer des personnages qui vont devenir emblématiques pour l'univers des tortues. Si Shredder et les clans des Ninja Foot sont les premiers rivaux des tortues, dès le second épisode, on découvre la gentille April O'Neil, mais aussi le méchant Baxter Stockman et ses robots les Mauser, qui sont déjà tous de la partie. Le troisième chapitre, en plus de se permettre une scène de course-poursuite en voiture de 10 pages, avec des tortues à bord de leur mythique fourgon Volkswagen, on a droit à un joli épisode pour conclure l'issue avec la découverte de la race des Krang du laboratoire de l'IRTC. Et ce n'est pas fini, car le numéro suivant, tiré de la micro-série centrée sur Raphaël, nous conte l'histoire de la rencontre entre notre tortue Osai avec Casey Jones. Puis dès le chapitre suivant, retour à la série principale pour faire connaissance avec les Tricératons. Quel plaisir de découvrir un univers aussi riche dès le début d'une série, avec des personnages très forts qui deviendront indissociables de l'univers des Tortues Ninja. Si vous découvrez les premières aventures des Tortues Ninja après avoir découvert la série animée, les films ou même la dernière série publiée par IDW, alors vous ne pouvez que prendre du plaisir à découvrir les origines des ninjas à écailles les plus cultes de la pop culture. Un comics que je ne peux encore une fois que vous inviter grandement à découvrir dans sa très belle version intégrale française de chez iComics. Et bien voilà, c'est la fin de ce 8ème numéro du Podmax Comics. J'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec des partages et surtout des commentaires sur Substack ou sur Twitter. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.